Alors, bienvenue à la revue hebdomadaire de l'actualité crypto du 15 décembre avec ton crypto coach. Cette semaine, on va bien sûr parler de l'actualité et ainsi que de nouveaux sujets. Petit rappel, avis de non-responsabilité. Bien sûr, ici, il n'y a aucun avis financier, fiscal ou légal. L'objectif, c'est vraiment de vous donner de l'éducation pour vous permettre de vous-même prendre vos propres décisions. Donc, en allant dans la communauté, on va prendre connaissance des nouvelles. J'imagine que vous êtes plusieurs à avoir vu cette semaine une nouvelle qui a fait un peu le tour des médias sensationnalistes et c'est très sensationnaliste aussi. Il y a un influenceur en crypto-monnaie qui a été battu à mort dans une salle de torture. Donc, on n'a pas beaucoup d'informations sur l'histoire, mais ça serait en lien avec quelqu'un qui aurait été enlevé au mois de juin dernier. Et puis là, il y aurait une femme qui serait en lien avec cette histoire-là, qui s'appelle Joanie Lepage, qui aurait prêté, dans le fond, le sous-sol de son bâtiment. Alors, je vous parle de ça. Pourquoi? Parce que c'est très important de rester discret. Donc, en ce qui me concerne, moi, je fais attention à la dimension anonyme des élèves qui sont sur le Crypto Coach. Pour ma part, je ne fais pas de publicité Facebook et publique parce que tout simplement, ça m'intéresse pas non plus de me faire couper un petit doigt. Mais c'est important parce que vous le savez, dans ce milieu-là, vous êtes les banquiers. Vous êtes responsables de conserver vous-même vos propres cryptos. Fait que bien sûr, dans ce cas-ci, il était question d'avoir enlevé quelqu'un, de lui avoir demandé son cellulaire et puis d'avoir tenté de retrouver ses cryptos dans son téléphone portable. Ceci dit, quand on fait bien les choses, il y a possibilité d'envoyer ses cryptos à un portefeuille froid où est-ce que la clé, ou si on veut, la clé privée ou la phrase mnémonique de 24 mots peut être cachée. Il y a la possibilité aussi de créer ce qu'on appelle un portefeuille multisig. Donc, c'est-à-dire que peu importe si vous vous faites enlever et qu'on vous demande de rentrer votre propre signature pour signer une transaction, à la fin de la journée, ça peut prendre aussi le notaire. Donc, vous pouvez très bien avoir un portefeuille multisignature avec plusieurs clés qui vous permet d'en avoir une, vous. Puis, c'est le portefeuille où est-ce que vous envoyez vos économies. Donc, évidemment, pour pouvoir éventuellement retirer des sous, vous devez passer par le notaire. Donc, vous allez chez le notaire, il va sortir l'autre clé, il va co-signer la transaction avec vous, etc. Donc, c'est une manière de pouvoir aussi vous protéger parce que à partir du moment où ces gens-là arrivent sur le fait, puis se rendre compte que il faut, ça prend plus de monde, ça prend plus de signatures, donc à un certain moment donné, on va laisser faire, c'est trop compliqué. Alors, ce que je voulais vous présenter aussi cette semaine dans l'actualité, c'est plusieurs sons de cloche qui viennent de plusieurs personnes, mais qui reviennent pas mal au même en fait. Donc ici, on a Adam Back. Qui est Adam Back? C'est un des premiers interlocuteurs de Satoshi Nakamoto au moment de lancer Bitcoin. Fait que si vous cliquez sur le lien de l'article au complet, vous allez pouvoir avoir toutes sortes d'informations sur son analyse de la situation. La volatilité, ça pèse. C'est clairement un constat. On le voit parce qu'évidemment, avec l'arrivée des grands joueurs, des fonds négociés en bourse, des fonds de pension et tout ça, on a beaucoup plus de liquidités qui rentrent. C'est sûr qu'il y a une correction récemment qui a eu lieu et puis il y a eu beaucoup je pense que c'est 800 milliards qui ont été liquidés dans le marché de Bitcoin. Mais il reste que si on zoom out un peu, là, puis on regarde ça, on se rend compte qu'il y a des nouveaux joueurs qui viennent stabiliser le marché. Donc, on parle d'investisseurs à long terme. On parle de BlackRock qui a absorbé à lui seul 2 fois plus de quantité de nouveaux Bitcoin minés. Et puis, MicroStrategy en a acquis une quantité équivalente. Fait que ça veut dire que si on regarde, par exemple, les Bitcoins qui sont créés à chaque 10 minutes, là, à chaque fois qu'on ferme un bloc, et que le mineur gagne la course au calcul avant tout le monde, puis il fait comme, OK, c'est moi qui l'ai eu, parfait, il a le privilège de publier son bloc à lui, tout le monde prend son bloc et puis le met, ajoute à la blockchain. Le mineur reçoit une récompense. Et là, présentement, cette récompense-là, elle est à 3,125 Bitcoin à chaque 10 minutes. Après ça, ça peut être un groupe, ça peut être une coopérative, si vous voulez, un pool, des gens qui se mettent ensemble, plusieurs mineurs qui se mettent ensemble pour pouvoir trouver la réponse mathématique, mais il reste que là, tu sais, dans le meilleur des cas, tu es tout seul, tu gagnes 3,125 Bitcoin. Ce qu'il voulait quand même mentionner, c'est que la création monétaire de Bitcoin qui a lieu présentement, elle est 4 fois moins grande que la demande. Ce qu'il dit, c'est que BlackRock, à lui seul, a absorbé plus de 2 fois la quantité de nouveaux Bitcoin minés. Donc, on est vraiment dans une situation où est-ce que la demande est plus forte que l'offre. Et ça risque d'avoir un impact sur le prix à moyen et long terme, logiquement, parce que l'offre de Bitcoin est limitée dans le temps, et la création monétaire de Bitcoin se diminue au fil du temps, de 4 ans en 4 ans, de halving en halving, plus précisément de 210 000 blocs en 210 000 blocs.
Ce qu'il mentionne, c'est que le fameux cycle de 4 ans pourrait ne plus s'appliquer. Donc, la théorie du cycle de 4 ans, il est en train de perdre sa pertinence. Puis on le voit, là, on est un peu perdu. On se dit, mais il semble qu'on devrait être dans un méga bull run présentement, puis là, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup de manipulation dans le marché. Mais en gros, plus il y a des gros joueurs, plus il y a de la liquidité, plus il y a des capitaux, plus le marché est capitalisé, plus la volatilité tend à s'étioler et plus on a l'impression que le marché va priced in. Donc, en anglais, on dit priced in, va comme prévoir. C'est comme si le prix du Bitcoin est déjà inclus. Les gens savent qu'il va y avoir un choc d'offres à tel jour, telle heure, telle date. Donc, ils se préparent. Et donc, ça vient un peu annuler l'effet. C'est comme si l'effet du choc d'offres à chaque halving est un peu aplati sur une plus longue période de temps. Et puis, il parle de l'adoption du Bitcoin qui possède une courbe unique et accélérée. Il fait allusion au fait que on pourrait, tu sais, bon, à contrario d'une courbe de Bell, là, où est-ce que vous avez une cloche, là, dans le fond, c'est comme ça ressemble à une marmotte, là. Donc, au début, il n'y a pas beaucoup de monde. Ensuite de ça, ça monte de manière exponentielle. Puis après ça redescend. Puis ensuite de ça, c'est marginal. Ce genre de courbe-là s'applique plus à des produits en général, à des actions, mais quand vient le temps d'innovation ou de technologie, on parle plus d'une courbe en S. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il mentionne, en fait, lui, il a découvert que les gens tendent à augmenter leur exposition à mesure que la confiance grandit dans l'actif. Donc, si, par exemple, vous essayez au départ, vous faites comme, c'est intéressant, je vais en acheter pour 500$, voir ce que ça donne. Et à un certain moment donné, vous vous rendez compte que, je sais pas, moi, après 4 ans, vous faites comme, wow, c'est intéressant, je suis rendu, mettons, avec 1 400$ à la place de 500$. Donc, oui, c'est intéressant. J'ai une confirmation. Alors, je vais en mettre un peu plus. Et il y a comme une reconfirmation. C'est comme si l'adoption se fait sur une base multiple. Et donc, selon lui, le concept de la courbe en S s'applique, mais en fait, on sous-estime la force ou la pente avec laquelle on va pogner, dans le fond, une espèce de montée. Alors, selon lui, on peut s'attendre à quelque chose d'assez violent dans les prochaines années en termes d'adoption et en termes de demande. Mais ça, c'est intéressant. En tout cas, vous pourrez aller l'écouter. Voilà. Et si je reviens toujours dans l'actualité. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans le cas d'une autre nouvelle, on a CZ. Je ne sais pas si vous savez qui est CZ. C'est Changpeng Zhao. D'ailleurs, c'est un Canadien. C'est lui qui a fondé Binance. Et puis, il est l'ex-PDG de Binance. La raison pourquoi c'est l'ex-PDG, c'est pas parce qu'il voulait partir, c'est parce qu'il s'est fait partir. Il y a eu des poursuites abusives envers son échange et ça lui a coûté plusieurs milliards en amende. En fait, son échange aurait été malheureusement, pendant une certaine période de temps, non KYC, donc il ne savait pas à qui il avait affaire et ça ne concorde pas avec les objectifs de lutte au blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. Et dans ce contexte-là, il s'est fait pogner par le fisc américain. Et pour cette raison-là, il a fait un peu de prison. Mais il a été pardonné par Trump à son arrivée. Fait que je pense que les crypto bros dans le bureau ovale de Trump ont plaidé en sa faveur. Mais une des affaires qui vient dans cette... parce que là, ici, je vous rapporte une entrevue qu'il a faite, là. Une des affaires intéressantes, c'est que, selon lui, le fameux cycle de 4 ans du Bitcoin pourrait être bouleversé. Et que lui aussi est dans la même lecture de la situation. Selon lui, la macroéconomie américaine pourrait devenir la force dominante, en particulier sous une administration Trump, parce que, bon, on le voit là, Trump et ses alliés sont très... marché haussier, là, disons, sont très optimistes. Des baisses de taux d'intérêt combinées à un nouvel assouplissement quantitatif, j'en parlais tantôt, pourraient injecter des volumes massifs de liquidités dans les marchés traditionnels. Puis il dit, historiquement, un marché boursier en santé entraîne un effet de ruissellement vers la crypto, les investisseurs cherchant à diversifier leur portefeuille. Et résultat possible, il y a un décalage en fait du cycle classique. On le voit présentement, le timing semble ne plus s'appliquer. Et possiblement l'émergence d'un super cycle moins dépendant des dynamiques internes du Bitcoin et davantage corrélé aux politiques monétaires globales. Donc, CZ a une lecture similaire à celle d'Adam Back et je voulais quand même vous attirer votre attention vers ça.
Maintenant, il y a certains contenus que j'ai trouvé super intéressants il y a longtemps. Je vais vous parler d'abord et avant tout, d'ailleurs, ça c'est un article en fait d'actualité qui amène vers l'article complet que j'ai fait sur les 5 piliers de la blockchain ouverte. En gros, rencontrer cet homme qui s'appelle Andreas M. Antonopoulos. Et pour moi, c'est un des grands penseurs, si on veut, des grands vulgarisateurs, des grands évangélistes des technologies distribuées. C'est lui qui a écrit le livre Mastering Bitcoin, d'ailleurs qu'il a coécrit avec 700 quelques personnes sur GitHub. C'est un livre collaboratif. Il a fait la même chose avec Ethereum, Mastering Bitcoin. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est passé maître dans l'art de vulgariser et c'est, à mon avis, peut-être l'homme le plus savant de la planète sur la chose. Et il y a quelques années, j'avais écouté ce vidéo-là qui s'appelle The 5 Pillars of Open Blockchains. Et souvent, vous m'entendez dire qu'une blockchain, que Bitcoin particulièrement, est ouvert, public, sans frontières, neutre, résistant à la censure. Donc, il mentionne en fait dans cette conférence-là tous les détails, dans le fond. Il va rentrer dans chacune de ces propriétés-là, puis expliquer. Donc, je vous ai remis, en fait, l'ensemble de l'information, à savoir qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que c'est ouvert. Hein? Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que c'est public, sans frontières, neutre. Donc, il y a beaucoup d'informations intéressantes pour vous à lire. Et si jamais ça vous intéresse de l'écouter, tout simplement, vous pouvez écouter la vidéo originale en anglais. Je ne sais pas s'il est traduit en français. Je sais que maintenant, les audios francophones sont possibles. Et j'ai, pour l'occasion, fait une petite converse à deux générée par Notebook LM de 13 minutes qui explique bien l'ensemble de ces propriétés-là. Et je vous parle de ça parce qu'il y a différents types de blockchains et ce ne sont pas toutes les blockchains qui ont ce genre de propriétés-là, c'est-à-dire ouverte, publique, sans frontières, neutre, résistante à la censure. Et notamment les blockchains fermées, ce qu'on appelle les permission blockchains en anglais, c'est des blockchains qui sont, dans le fond, qui nécessitent un nom d'utilisateur et un mot de passe pour pouvoir y participer. Donc, ça n'est pas ouvert. Et ça, si vous passez au travers de cet article-là, vous allez comprendre pourquoi Bitcoin est assez indestructible, tout simplement. Puis pourquoi Bitcoin est woke au final, c'est-à-dire que il a aussi une neutralité. Il est by design neutre, et ça veut dire que tout le monde peut y adhérer, tout le monde peut arriver et s'ouvrir un compte, tout le monde peut faire des paiements, et il n'y aura jamais personne pour pouvoir empêcher personne de faire quoi que ce soit avec Bitcoin. Donc, je vous invite fortement à écouter ça dans vos temps libres, si jamais ça vous tente. Je vous invite aussi à prendre connaissance de son analogie, son allégorie du navire qui coule. Et c'est super intéressant. J'aimerais bien pouvoir vous la faire au grand complet, mais j'ai pris la peine, en fait, de vous faire un compte-rendu assez exhaustif de tout ça. Les grandes étapes de son histoire, comme quoi il compare, en fait, le système monétaire fiat à un grand bateau de croisière. Et c'est comme si on nous faisait croire qu'on était tous dans le même bateau. Mais qu'on commence à voir qu'il y a des riches qui se positionnent et qui vont déjà dans le canot de sauvetage. Et que on nous dit officiellement dans les médias, il y a une propagande officielle, les canaux de sauvetage sont pour les pirates, bien sûr, et que une inclinaison du bateau amiral, là, le bateau de croisière de 2%, c'est correct, même si ça penche un peu, c'est pas grave, c'est bon pour la croissance. Donc on nous parle de l'inflation comme une propriété importante de notre système actuel. Et puis, ce qui cache en fait les effets de cette inflation-là, on n'en parle pas, mais la corrélation est grande entre l'inflation monétaire et l'inflation des prix et un paquet de problématiques qu'on a dans notre société. Et puis, en fait, le piège ultime, c'est-à-dire on essaie de vous vendre des navires amirals, des bateaux de croisière du genre original, mais en le repeignant en orange, en vous disant, ben c'est ça, nous autres aussi, on va lancer nos cryptos, nos monnaies numériques de banque centrale, etc. Donc, vous irez voir ça, mais je pense que c'est intéressant. J'ai fait une petite image ici, tu sais. Donc, beaucoup de distractions par le bruit. Donc, on détourne votre attention en critiquant les canaux de sauvetage dangereux, instables, utilisés par les pirates. La fausse solution peint le navire en orange. Donc, les monnaies numériques de banque centrale sont présentées comme une innovation, mais ne règlent pas le problème fondamental. Ensuite de ça, une sortie de secours individuelle. Il vous permet d'abriter et d'échapper à la dévaluation de votre propre monnaie nationale.
et puis ben, les mêmes avantages que les élites parce que vous êtes en mesure de faire exactement ce que les gens qui sont en moyen font, c'est-à-dire de prendre une partie de leur liquidité et puis de les placer de sorte de se positionner dans un plan B tout d'un coup. Et puis je pense qu'Elon Musk est un des grands exemples à un moment donné qui avait fait une sortie publique en disant moi j'achète du Bitcoin. Donc et je pense que c'est pas tant une promotion de Bitcoin plus qu'un désaveu du système fiduciaire qui malheureusement est en train, je sais pas, tu sais, la cible de 2% d'inflation. Donc on nous affirme que l'inclinaison est de 2% puis que c'est normal puis que c'est nécessaire à la croissance. Mais la réalité c'est que c'est pire que ça. J'entendais tantôt à la radio le prix du bœuf a augmenté de 18%. Donc, dans certains cas, oui, ça peut être causé par des problématiques d'approvisionnement, mais dans certains autres cas, c'est carrément un effet normal de l'impression monétaire au final. Donc, je pense que ça vaudrait la peine que vous puissiez écouter ça. Je vais quand même prendre la peine de mettre le lien original, je l'ai oublié, pour que vous soyez capable de l'écouter. Et puis, voilà, je retourne dans l'actualité, voir si j'oublie rien. Voilà. J'ai parlé des 5 piliers d'Adam Back. Vous pourrez aller lire ces articles-là si ça vous intéresse dans la section, la rubrique actualité. Dans tous les cas, ce sont des teasers ou des amuse-gueules qui visent à vous permettre de cliquer sur le lien pour voir la rubrique au grand complet dans un endroit où vous êtes invité aussi, bien sûr, à pouvoir commenter en utilisant l'outil à cet effet. Fait que voilà, c'est pas mal ce qui fait le tour en ce qui me concerne de la revue de l'actualité. Et puis, il y aura un wrap-up qui va être envoyé, bien sûr, pour pouvoir vous permettre de reprendre le tout si jamais vous n'avez pas eu l'occasion d'être présent. Et puis, il y avait un événement, voilà. Ça fait le tour pour moi, puis je vous remercie beaucoup. À ce stade-ci, on va ouvrir les micros, puis on va pouvoir discuter de tout ça à tête reposée. Merci!